Je voudrais donc, dans cette seconde partie, centrer la réflexion peut-être sur deux éléments. Un élément qui serait de comprendre comment, au XVIIIe siècle ou antérieurement, a été pensée cette double nature du livre comme objet matériel et comme discours. Et d'autre part, ensuite, peut-être de commencer à évoquer en quoi cette double nature peut être le fondement des défis lancés par une nouvelle matérialisation des textes, c'est-à-dire sur la surface illuminée de l'ordinateur, par rapport à toutes les formes antérieures, depuis le rouleau des anciens jusqu'au codex imprimé médiéval et à partir de la décennie 1440 du codex imprimé. Mais restons un temps dans le monde des XVIe, XVIIIe siècles, pour voir comment cette idée fondamentale et implicite dans le texte de Kant, c'est-à-dire l'immatérialité de l'œuvre seulement inscrite dans l'écriture de l'auteur, est vouée à être perpétuée, reconnaissable, toujours identifiable, est le fondement du droit de propriété de l'auteur sur son œuvre, alors que les variations multiples des formes d'inscription dans les éditions, dans les exemplaires, sont secondes par rapport à cette immatérialité perpétuée pour définir la propriété. C'est une manière de penser qui, au XVIIIe siècle, se retrouve évidemment en dehors du contexte de l'Empire allemand, en Angleterre, en France, et qui va, dans un sens, fonder jusqu'à aujourd'hui la notion de copyright qui protège une œuvre à partir de propriétés qu'elle aurait et qu'elle a et qui peuvent être reconnaissables quelle que soit la forme que cette œuvre prend, donc indépendamment de toutes les matérialisations de cette œuvre, que ce soit un texte ou que ce soit un autre type de production symbolique. Dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, et en particulier après 1709-1710, lorsqu'un nouveau statut avait transformé les règles traditionnelles de la Stationers' Company, c'est-à-dire de la corporation des libraires et imprimeurs de Londres, pour justifier la permanence de leurs droits sur les œuvres qu'ils avaient imprimées, les libraires et imprimeurs de Londres vont demander à un certain nombre d'avocats de construire une argumentation juridique capable d'assurer l'idée qu'il y a une propriété perpétuelle sur les œuvres qui d'abord appartenait à l'auteur, mais qui, comme il l'a cédé à un libraire ou un imprimeur-éditeur, a été transférée à cet éditeur. Et quelle est la nature de cette propriété? C'est une propriété qui ne peut pas être liée à l'objet particulier, à un état particulier du livre, pas même le manuscrit autographe de l'auteur, sinon qu'elle est une propriété liée à une identité intrinsèque de l'œuvre, toujours la même, quelle que soit sa forme. L'expression la plus spectaculaire, je crois, de cette idée, on la trouve dans un texte de Blackstone qui défend les droits des libraires londoniens contre cette nouvelle législation qui limitait le copyright à 14 ans, alors qu'eux prétendaient que leur copyright était perpétuel. Lorsqu'il énonce « L'identité d'une composition littéraire réside entièrement dans le sentiment et le langage, sentiment and language. Les mêmes conceptions, habillées dans les mêmes mots, constituent nécessairement une même composition. Et quelle que soit la modalité choisie pour transmettre une telle composition à l'oreille ou à l'œil, par la récitation, l'écriture ou l'imprimé, quel que soit le nombre de ces exemplaires, ou à quelque moment que ce soit, c'est toujours la même œuvre de l'auteur qui est ainsi transmise. Et personne
ne peut avoir le droit de la transmettre ou transférer sans son consentement, soit tacite, soit expressément donné. On voit qu'il y a là une définition fondamentale de ce qui constitue à la fois la perpétuité de l'œuvre, le fait qu'elle soit toujours reconnaissable comme identique à elle-même, et du coup la propriété d'abord de son auteur et ensuite de ceux à qui il aurait cédé sous forme d'un contrat d'aliénation dans ce cas, et pas sous la forme du contrat de procuration que Kant introduit dans la discussion, cette même œuvre. Et cela ouvre la question, tout à fait aussi d'actualité, de savoir quels sont ces critères qui permettent de dire que l'œuvre est toujours la même alors que ses formes d'inscription, de communication, de publication changent. Et ici, Blackstone insiste à la fois sur les différents médias, la voix, le manuscrit, l'imprimé. Il insiste sur la perpétuité, quel que soit le moment. L'œuvre est toujours la même et appartient toujours à celui qui en a la propriété, soit originairement l'auteur, soit par aliénation le libraire éditeur. Et il renvoie, dans ce contexte-là, l'identité permanente de l'œuvre au sentiment et au langage, c'est-à-dire non seulement à des conceptions ou des sensations ou émotions ou sentiments qui seraient dans l'œuvre, mais à l'usage du langage par son auteur qui est singulier, idiosyncratique et spécifique. On retrouverait la même discussion dans un texte qu'il faut toujours lire en rapport avec les textes de Kant, soit celui de 1785, soit celui de 1798, qui est la contribution de Fichte à cette discussion. En 1791, Fichte publie un texte intitulé dans la traduction française « Preuve de l'illégitimité de la reproduction des livres ». Et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il se confronte à une tension qui se cristallise aussi au XVIIIe siècle et qui est très présente aujourd'hui. C'est-à-dire la tension entre la revendication, quelle qu'en soit la forme, du droit des auteurs sur leurs œuvres, d'un côté, et de l'autre côté, la reconnaissance que les idées, par nature ou par destin ou dessein, sont universelles, et si elles aident au progrès de l'humanité, au déploiement des Lumières, elles ne peuvent pas être la propriété de qui que ce soit. Et c'est ce qui explique pourquoi au XVIIIe siècle, vous avez cette grande tension entre des auteurs qui défendent le droit de l'auteur, en particulier en relation avec le projet de pouvoir vivre de sa plume, et de l'autre côté, d'autres penseurs ou auteurs qui refusent même l'idée même de propriété intellectuelle et littéraire. Et Fichte, en 1791, se confronte à cette tension. C'est-à-dire d'un côté, l'héritage de toute la discussion menée dans l'Empire pour pouvoir assurer la propriété première de l'auteur sur son œuvre, et de l'autre côté, cette objection fondamentale qui est faite à l'appropriation privée de ce qui doit être un bien commun, universellement partagé. Et c'est pourquoi, dans cet article, preuve de l'illégitimité de la reproduction des livres, Fichte ne se contente pas de la distinction opérée par Kant entre ce qui serait l'opus mechanicum, ce qu'il appelle la dimension körperliche, corporelle, matérielle du livre, et de l'autre côté, sa dimension comme discours, geistig, comme spirituel. Évidemment, c'est le point de départ du raisonnement de Fichte, mais il entre dans la dimension geistig, c'est-à-dire dans le discours, pour opérer un second tri, une seconde différenciation entre les idées, qu'il désigne comme des matériaux d'idées, qui par nature, destination, utilité
ne peuvent pas être la propriété d'un individu singulier, elles appartiennent à l'humanité, et dans le discours, ces idées qui appartiennent ou doivent appartenir à tous sont toujours données dans une forme qui, elle, est spécifique, c'est-à-dire qui est là la seule mais puissante justification de la propriété de l'auteur sur son œuvre. Je cite le texte de Fichte dans la traduction, que c'est parce que chacun, je cite, a son propre cours d'idées, sa façon particulière de faire des concepts et de les lier les uns aux autres, fin de citation, que la propriété intellectuelle est légitime. Et de là, pour entrer dans les débats sur la reproduction illégitime des œuvres, cette série d'observations de Fichte, comme des idées pures, sans image sensible, ne se laissent non seulement pas penser, d'autant moins présenter à d'autres, il faut bien que tout écrivain donne à ses pensées une certaine forme, et il ne peut leur en donner aucune autre que la sienne propre, car il n'en a pas d'autre. Et de là il découle, Fichte, que personne ne peut s'approprier les pensées d'un écrivain sans en changer la forme, aussi celle-ci demeure-t-elle pour toujours sa propriété exclusive. C'est une manière de rejoindre le raisonnement kantien, mais par une démarche différente qui produit deux dichotomies entre la matérialité de l'objet körperlich et la dimension discursive du texte. Et dans ce discours, une séparation entre les matériaux d'idées qui doivent et appartenir à tous, et d'autre part, la forme, l'écriture, l'enchaînement des idées, la manière de les présenter, qui rend visible, sensible, perceptible ces idées. Et cette forme-là, elle est irréductiblement singulière et elle définit une propriété pour toujours. Et on rejoint là l'idée du contrat de procuration fondé sur une autorisation explicite, le mandat dont parle en 1798 Kant. On a donc là une propriété intellectuelle qui se trouve justifiée par la forme, par l'écriture, et de l'autre côté, une propriété qui est très particulière puisqu'elle est inaliénable, intransmissible, indisponible, mais peut simplement être transmise temporairement sous la forme du contrat de procuration. Et Fichte entre dans le détail des contraintes qu'impose cette transmission d'une propriété indisponible, inaliénable. C'est le fait que, par exemple, chaque édition doit avoir un tirage limité, que pour chacune des rééditions, l'auteur doit recevoir une rémunération. Il y a donc là une construction conceptuelle subtile qui permet à la fois de protéger les éditeurs contre les contrefaçons, puisqu'ils agissent comme mandataires explicites de l'auteur, et en même temps de préserver la propriété souveraine et permanente des auteurs sur leurs œuvres, sans nier que les idées appartiennent au règne de l'universel. Mais ceci n'est possible que parce que l'on doit détacher conceptuellement le discours de toute matérialité particulière. Et c'est pourquoi il y a cette transcendance du discours dans une immatérialité qui est toujours présente, perpétuée, reproduite, à travers les formes matérielles infinies qui peuvent en être les supports. Et dernier exemple du XVIIIe siècle sur ce type de réflexion, c'est le mémoire, la lettre sur le commerce de la librairie de Diderot, ou qu'il appellera plus volontiers mémoire sur la liberté de la presse, où il s'agit pour lui de la même manière que pour Fichte, que pour Kant, que pour Blackstone, de justifier la propriété première, primordiale, intangible de l'auteur sur son œuvre, et il le fait dans le cadre du privilège,
mais en vidant le privilège de sa dimension de grâce royale pour le transformer en une sorte seule validation publique d'un contrat entre un auteur et un libraire, éditeur, et pour fonder cette permanence de la propriété à l'intérieur de ce contrat, Diderot, comme Blackstone, se réfère à ce qui définit de manière absolue et pour toujours l'œuvre. Je cite la lettre sur le commerce de la librairie. Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. C'est donc de considérer que l'œuvre est la part la plus fondamentale, la plus essentielle de l'individu, et de la même manière que l'individu est propriétaire de son propre corps, il est propriétaire de cette part de lui-même, l'œuvre, qui est celle qui l'immortalise, ne périt point, qui est la plus précieuse. On voit donc à travers tous ces exemples, dans le contexte allemand, Kant, Fichte, dans le contexte anglais, les arguments mobilisés par les avocats des libraires londoniens pour justifier la perpétuité du copyright, ou dans le cas français, inscrire dans la tradition, la législation du privilège un contrat entre auteur et éditeur, mais un contrat qui est fondé sur cette propriété première et primordiale de l'auteur. On voit donc qu'on a là un moment clé où s'invente, où se met en place cette distinction des deux natures du livre, immatérialité du discours, matérialisation multiple de ces incarnations. Mais on peut aussi penser que préalablement à ce moment qui est encore le nôtre, c'est-à-dire le moment de la cristallisation de concepts qui, liés les uns aux autres, définissent jusqu'à aujourd'hui le régime de circulation, de production, d'appropriation des textes, individualité, originalité, propriété. On peut penser que dans des temps antérieurs, qui ne connaissent pas cette association de notions, néanmoins, qu'est-ce qu'un livre est une question qui a été, sinon explicitement posée, mais à laquelle des réponses ont été données. Il m'a toujours intéressé de voir comment dans le XVIe, XVIIe siècle, et particulièrement dans le siècle d'or espagnol, la réponse à cette question « qu'est-ce qu'un livre ?», dans ce contexte-là, mobilisait non pas le langage juridique ou esthétique ou philosophique, comme au XVIIIe siècle, mais mobilisait des métaphores qui ont une très forte résonance ou un très fort enracinement chrétien. Dans le recours à ces métaphores est en général l'inversion de la métaphore classique qui décrit les individus comme des livres. Il y a dans le livre classique de Curtius sur la littérature latine du Moyen-Âge occidental de multiples exemples de cette utilisation de la métaphore du livre pour décrire le visage de l'individu ou le corps humain, mais aussi la nature ou le destin. C'est-à-dire que le livre sert de référence métaphorique pour décrire une autre réalité. Ce qui est intéressant dans ces textes du siècle d'or espagnol, c'est qu'ils inversent cette relation et utilisent l'être humain comme métaphore du livre, c'est-à-dire décrire le livre comme un être humain doté d'un corps et doté d'une âme. Un des textes les plus spectaculaires et les plus intéressants parce qu'il ne vient pas du tout d'un lettré ou d'un docte, mais il vient d'un imprimeur qui avait été imprimeur à Séville puis ensuite à Madrid, qui s'appelle Alonso Victor de Paredes, est un texte qui a été composé, et on pense, comme il en avait perdu le manuscrit qu'il en avait écrit, qu'il déclare l'avoir composé typographiquement, directement, et qui a pour titre Institución del arte de la imprenta y reglas generales para los componedores, l'institution de l'art de l'imprimerie et les règles générales pour les
compositeur, compositeur étant le mot ancien dans toutes les langues pour désigner ce qu'on désignerait plus volontiers au XIXe siècle comme typographe. Ceux qui composent avec les caractères mobiles les textes qui sont ensuite assemblés dans des formes et qui sont ensuite imprimés sous les presses. Et Alonso Victor de Paredes, dans ce texte, inverse, comme je le disais, cette métaphore classique qu'on trouverait chez Shakespeare, chez Dante, chez Galilée. De cette manière-là, j'assimile un livre à la fabrication d'un homme qui a une âme rationnelle, avec laquelle notre Seigneur l'a créé, avec toutes les grâces que Sa Majesté divine a voulu lui donner. Et avec la même toute-puissance, il a formé son corps élégant, beau et harmonieux. Donc il y a là l'idée que le livre est produit comme l'homme est créé, c'est-à-dire ce qu'il appelle la fabrica de un hombre, la fabrication, la fabrique d'un homme, avec une anima racional et d'autre part avec un cuerpo galán, hermoso y apacible. Et si ce livre peut être comparé à la créature humaine, ce qui, vous voyez, crée la figure de l'imprimeur Démiurge, qui crée les livres comme Dieu crée a créé l'homme, c'est parce que dans d'autres textes qui peuvent servir de toile de fond de ce texte d'Alonso Victor de Paredes, la créature humaine est l'un des livres qui a été créé par Dieu. Et on trouverait, appuyé sur de très nombreuses références bibliques ou des pères de l'Église, cette figure non plus de l'imprimeur Démiurge, mais du Dieu imprimeur qui a créé l'être humain comme un imprimeur fabrique un livre. Mais cette création-là, celle de l'être humain, n'est que l'un des livres écrits par Dieu. Dans ce cas-là, c'est un livre qui est comme un livre imprimé. Mais Dieu a écrit d'autres livres. Dans un texte de 1675, donc quasi contemporain du texte d'Alonso Victor de Paredes, qui est un mémoire écrit par un avocat qui s'appelle Melchor de Cabrera Núñez de Guzmán, discours légal, historique et politique pour prouver l'origine, les progrès, l'utilité, la noblesse et l'excellence de l'art de l'imprimerie, et qu'on doit à ces artisans, artifices, toutes les honneurs, exemptions, immunités, franchises et privilèges d'un art libéral parce qu'il est comme l'art des arts. Vous voyez que c'est un de ces textes qui rentre dans ce que je disais tout à l'heure, justifier l'idée que l'imprimerie est un art libéral, et donc, du coup, si c'est un art libéral, lui permettre de bénéficier des immunités, exemptions fiscales, franchises et privilèges qui s'attachent à tous les arts libéraux, mais qui ne s'attachent pas à des arts mécaniques. Donc, pour prouver cette présence de l'imprimerie à l'intérieur des arts libéraux, dans ce cas-là, Melchor de Cabrera Núñez de Guzmán va mobiliser toute une série d'argumentations, et l'une des plus puissantes est de dire que la production d'un livre dans un atelier d'imprimerie est comme une figure possible de la création de l'être humain par Dieu. Je cite ce passage, « Dieu mit sur la presse son image et empreinte pour que la copie sortît conformément à la forme qu'elle devait avoir. Et il voulut en même temps être réjoui par des copies si nombreuses et si variées de son mystérieux original. » C'est cette idée du Dieu imprimeur et qui reproduit l'homme à son image parce qu'il place son image comme une composition typographique sur une presse métaphorique et il tire un certain nombre d'exemplaires de cette image et avec l'idée, ici
très subtilement introduite par Melchor de Cabrera, que ces copies ne sont pas toutes identiques les unes aux autres, puisque Dieu se réjouit de voir son mystérieux original reproduit de manière à la fois très nombreuse, mais aussi très variée, comme s'il opérait des corrections en cours de tirage ou comme si la multiplicité des éditions introduisait des variations dans cette image, toujours identique, de Dieu, mais pourtant toujours différente. Alors cette idée de l'être humain créé comme un livre et imprimé s'inscrit, comme je le disais, dans cette série métaphorique où les autres livres de Dieu sont à la fois appuyés sur des références bibliques ou patristiques, et de l'autre côté sur des références explicites pour le lecteur du temps. Dans ce cas-là, le tribunal, enfin le conseil du roi, qui doit être persuadé que l'imprimerie est bien un art libéral et pas un art mécanique, appuyé sur des références à des objets de la culture écrite du temps. Les 5 autres livres de Dieu sont le ciel étoilé, qui est comparé à un immense parchemin ou une charte dans laquelle les caractères pour écrire sont les astres de l'univers. Le second est le monde, qui est lui comme la somme et la carte de l'entière création. C'est à la fois une de ces sommets médiévales et une carte des atlas. La vie, qui est identifié à un registre qui contient le nom de tous les élus. Le Christ lui-même est un des livres écrits par Dieu, parce qu'ici, jouant sur le vocabulaire, Melchor de Cabrera dit que le Christ est à la fois exemplum, qui doit être imité par les mortels, mais en même temps il est exemplar, c'est-à-dire le manuscrit de référence qui, dans la tradition de la copie médiévale, doit être respecté par la série de ces reproductions. Donc c'est à la fois un exemple proposé aux hommes et l'exemplaire de référence pour l'humanité. Et le dernier ou premier des livres écrits par Dieu, à côté du ciel, du monde, de la vie, du Christ et de l'homme, c'est la Vierge elle-même, premier de tous les livres, dont la création, dans l'esprit de Dieu, mente divina, dit le texte, a préexisté à toute autre création, celle du monde ou celle des siècles. C'est un texte très passionnant, à la fois ordinaire, dans la mesure où il mobilise tout un ensemble de références, d'images, de lieux communs disponibles, mais où il joue avec une grande subtilité sur les références à des objets de la culture imprimée ou manuscrite du temps, les chartes, les atlas, les sommes, les textes imprimés, les registres, et où il met au service d'une cause assez limitée, justifier les privilèges et les immunités fiscales des imprimeurs, ce répertoire métaphorique des livres de Dieu, et parmi eux le livre imprimé par Dieu pour que l'homme soit à son image. Une dernière remarque sur ces métaphores à fondement chrétien du siècle d'or espagnol, c'est de revenir sur qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps dans la métaphore du livre. On a vu avec les auteurs du XVIIIe siècle que, sans reprendre ce vocabulaire religieux, ils pensent que s'il y avait un équivalent à donner à l'âme, ce serait le discours, et s'il y a un équivalent à donner au corps, c'est l'opus mechanicum, la chose, l'objet, qui est produit par l'atelier. Dans le siècle d'or espagnol, et peut-être d'une manière moins moderne mais plus subtile, la distinction n'est pas aussi nette. Elle n'est pas entre le texte comme âme et l'objet comme corps. Une citation ici fondamentale est celle de Alonso Victor de Paredes, dans la mesure où il dit « Un livre parfaitement achevé
consiste en une bonne doctrine, buena doctrina, et une disposition adéquate, acertada disposition, qui vient de l'imprimeur, du correcteur. Et c'est cela, dit-il, que je compare avec, je tiens pour l'alma del libro, l'âme du livre. Et il oppose cela, et imprimé, bien imprimé sur la presse, une impression propre et soignée, que je la peux comparer avec le corps gracieux et élégant. Donc, ce qui est le corps résulte du travail de l'impression proprement dite, et on pourrait ajouter sans doute aussi du travail de la reliure, donc ce qui donne cette matérialité du livre. Mais on voit que du côté de l'âme, ce n'est pas seulement la figure de l'auteur, qui d'ailleurs n'est même pas citée ici, qui est en question. Ce n'est pas simplement la force créatrice du texte, c'est le fait que cette buena doctrina, ce texte bon, est donné dans une acertada disposition. Il est donné déjà dans une forme dont sont responsables l'impresseur, le correcteur. Et on pourrait ajouter aussi le compositeur, le maître imprimeur, le correcteur qui établit la copie ou qui corrige les épreuves, et les compositeurs, les typographes qui composent le texte avec les caractères mobiles. On voit que si le corps du livre est bien le résultat des pressiers ou éventuellement des relieurs, l'âme du livre est loin d'être façonnée seulement par l'auteur. On n'est pas au temps du sacre de l'écrivain ou de l'écrivain démiurge qui produit un texte comme Dieu pouvait produire ses créatures. Dans cette perception-là, cette âme est déjà dans une forme, et de cette forme sont responsables le maître imprimeur qui organise le travail dans l'atelier, qui décide avec le libraire éditeur des formats, des caractères, le correcteur, c'est-à-dire celui qui, à partir de la copie au propre que j'ai mentionnée, soumise à la censure et ensuite transmise au maître imprimeur, et prépare ce correcteur la copie qui va être, elle, composée, et peut, comme on le voit dans de nombreux traits sur lesquels je reviendrai, avoir une intervention fondamentale sur les graphies, l'orthographe, la ponctuation, le découpage du texte, l'organisation du texte sur la page, et finalement les compositeurs qui, à chaque moment, composant typographiquement cette copie établie par le correcteur, doivent aussi, à leur tour, mécaniquement ou volontairement décider des graphies, de la mise en page, de la ponctuation. C'est un point très important, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a une récusation d'emblée de toute distinction entre ce qui serait la substance essentielle de l'œuvre référée seulement à son auteur, et de l'autre côté, les variations multiples du texte, considérées comme insignifiantes, sans importance, parce qu'elles relèvent soit de la transmission manuscrite, soit des opérations dans l'atelier. Cette distinction, elle est non seulement celle qui a pu fonder une relation avec la littérature, entre guillemets, qui oppose l'insignifiance de la variation des formes de publication à l'importance, à la souveraineté du texte tel que l'auteur l'a voulu, penser, rêver, dicter ou écrit. Donc elle s'oppose à cette distinction si claire, si fondamentale dans la tradition de l'histoire littéraire. Mais aussi, paradoxalement, cette même distinction est tout à fait fondamentale dans une discipline qui étudie les objets imprimés eux-mêmes, qui est la bibliographie matérielle ou bibliographie analytique, ou ce que l'on a appelé à partir des années 1940 aux États-Unis The New Bibliography, et qui, attaché à la description méticuleuse des différents états imprimés d'un texte, différentes éditions, différentes émissions, différents exemplaires,
émission étant lorsqu'on garde globalement la même composition typographique, mais où des variantes ont pu être introduites, pas seulement par les corrections durant le tirage, mais aussi parce qu'il peut y avoir la substitution d'un cahier ou d'un feuillet à d'autres déjà composés et déjà imprimés, ce qui crée des exemplaires différents, mais par groupe à l'intérieur de la même édition. Donc la bibliographie matérielle s'attache à ces états imprimés des textes, édition, émission, exemplaires, mais en même temps avec finalement un but premier, un but fondamental qui était nécessaire pour les éditions modernes des textes, qui était de retrouver le texte tel que l'auteur l'avait voulu, en l'absence en général de manuscrits, d'autographes, c'est-à-dire de retrouver ce que dans le langage de la bibliographie est désigné comme the ideal copy text, le copy text parfait, idéal, original. Et donc il y a comme une obsession pour retrouver cette substance permanente de l'œuvre à travers la description méticuleuse, très codifiée, des différents états imprimés qui ont été les siens. On voit que dans les perceptions des XVIe, XVIIe siècles, il n'y a pas cette séparation et que sont au contraire inséparables la matérialité du texte et la textualité du livre. Bien sûr, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas d'auteur, mais en même temps, il n'y a pas de texte qui soit donné à lire au lecteur s'il n'y a pas cette multiplicité des interventions des maîtres imprimeurs, correcteurs et compositeurs. C'est donc une première mise en garde. La deuxième mise en garde est évidemment contre notre illusion, qui peut être en même temps totalement compréhensible. C'est-à-dire de penser que lisant une page imprimée, on lit le texte écrit par l'auteur. Cette idée d'une mise en rapport direct entre l'écriture du texte par l'auteur et la lecture du livre par le lecteur, comme si finalement le livre, la page imprimée était, pour citer Kant, la représentation absolue et fidèle de cette œuvre créée par l'auteur, est une autre tension, crée une autre tension dans notre rapport à la culture écrite, puisque évidemment, et dans tous les moments, entre la page du manuscrit autographe et la page imprimée donnée à lire au lecteur, ont toujours été présentes de multiples médiations, de multiples opérations, de multiples agents et de multiples techniques et machines. De là, je crois, la force d'une expression ou d'une phrase qui avait été, d'une sentence même on pourrait dire, qui avait été énoncée par un des bibliothécaires de la Houghton Library à Harvard. Les auteurs n'écrivent pas les livres. Et ils n'écrivent même pas leurs propres livres, dans le sens que les livres ne sont pas écrits, mais sont des objets imprimés qui résultent de tous ceux qui contribuent à donner une forme à l'âme, c'est-à-dire de donner une disposition adéquate à ce qui a pu être l'écriture du manuscrit autographe. Alors évidemment, selon les temps et selon les genres ou selon les lieux, l'importance, le nombre, les champs d'action de ces médiations peuvent être variables. Mais même à l'époque du manuscrit, cette idée que les auteurs n'écrivent pas les livres est fondamentale, dans la mesure où que les copies manuscrites sont des copies de scribes qui s'emparent soit d'une copie préalable, soit de l'exemplaire de l'auteur, mais la plupart des manuscrits à l'âge du manuscrit ne sont pas des manuscrits autographes. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, Pétrarque voulait lutter contre cette chaîne de transmission qu'il jugeait capable de corrompre le texte en devenant le copiste de lui-même. Mais alors, a fortiori, avec l'invention de Gutenberg, cette chaîne de médiation qui fait passer du manuscrit autographe aux institutions de censure, de l'institution de censure et entre les deux avec la copie du scribe qui met au propre le texte de l'auteur et ensuite dans l'atelier typographique avec cette série d'interventions que je mentionnais, crée une distance importante, fondamentale entre le livre lu et l'œuvre composée.
Et je pense que c'est une des données essentielles pour réintroduire dans le champ des études textuelles, qu'elles s'attachent à des textes sans qualité ou qu'elles s'attachent aux œuvres majeures de la littérature occidentale, la dimension qui est liée avec les techniques de leur publication, ce qui a pu être très souvent oublié et par l'histoire littéraire la plus traditionnelle et par l'histoire, la critique textuelle qui apparemment était la plus moderne, c'est-à-dire celle du structuralisme, de la sémiotique ou du tournant linguistique. Ce que je dis là ne veut pas nier le fait qu'il n'y a pas dans notre héritage, dans notre relation avec les œuvres ou les textes, une tension existant entre cette matérialité qui donne à lire chaque fois dans une forme particulière un texte ou une œuvre, mais que la lecture, le plus souvent, supprime ou ignore. Et de l'autre côté, ce qui au XVIIIe siècle s'est mis en place à travers les textes que j'ai lus, c'est-à-dire la conception d'une œuvre qui est immatérielle dans le sens qu'elle est toujours la même, quel que soit son support. Et cette tension caractérise, je crois, à la fois les pratiques savantes de l'édition ou du commentaire et les relations spontanées et immédiates des lecteurs. Dans le cas des pratiques savantes, celle de l'édition ou celle de la critique, elle se traduit par la tension qui peut exister entre une approche philologique et éditoriale qui, comme la bibliographie matérielle, essaye de retrouver l'œuvre telle que son auteur l'a voulu, l'a désiré, l'a rêvé, et dans le cas de la disparition de tout manuscrit autographe, ce travail ne peut être fait qu'à partir des différents états imprimés de cette œuvre, mais avec le but de pouvoir effacer les corruptions de l'œuvre introduites par la transmission manuscrite des scribes peu compétents ou dans l'atelier par ces interventions qui peuvent être considérées elles aussi parfois comme endommageant ou corrompant le texte des maîtres imprimeurs, des correcteurs et des compositeurs. Il s'agit donc de faire retour à un texte original le plus souvent perdu, mais que l'exercice critique ou les philologiques, historiques, essaye de reconstruire. L'année dernière, lorsque j'avais parlé de Théobald, l'homme qui était l'auteur de cette adaptation du Cardenio perdu, à partir des 3 manuscrits qu'il prétendait avoir, mais qui était aussi l'éditeur de Shakespeare, on avait vu comment, dans l'histoire longue de la philologie et de l'édition, se mettait en place cette idée de la recherche d'un texte idéal, même s'il n'était présent dans aucun état imprimé. Mais le philologue et l'éditeur, reconstruisant à partir des techniques qui lui sont les siennes, le texte le plus vraisemblable ou le plus vraisemblablement proche du texte que l'auteur avait voulu, ce qui pouvait, dès Théobald et encore plus dans la critique ou philologie contemporaine, amener à choisir des leçons du texte qui n'apparaissent dans aucun état imprimé, mais que le philologue et éditeur considère comme les plus probables en rapport avec l'écriture de l'auteur dont il a pris en charge l'édition d'une des œuvres. À cette position-là s'oppose évidemment celle qui respecte chaque état imprimé, c'est-à-dire chaque édition du texte, comme étant le témoin, l'incarnation historique de l'œuvre avec ses raisons et sa logique. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il ne s'agit plus de la quête presque désespérée mais magnifique de l'original perdu, mais du respect dans l'édition des textes ou dans le commentaire des textes des différents états qui ont été ceux à travers lesquels les lecteurs du passé les ont rencontrés. Il y a donc là une tension qui est tout à fait centrale à l'intérieur de disciplines comme la philologie, l'édition des textes ou que la critique littéraire, parce que la critique s'empare d'un état du texte,
Et c'est tout à fait légitime, mais ce qui parfois peut être problématique, c'est le fait que cet état particulier des textes est identifié à l'œuvre dans sa perpétuité et son immatérialité. Et de là, me semble-t-il, parfois des égarements qui peuvent être liés à cette confusion. Donc on est là devant un premier registre de problèmes, et pour terminer aujourd'hui, je vais aussi montrer que chaque lecteur, chacun de nous comme lecteur, est confronté, lorsqu'il est en rapport avec une œuvre dont il s'approprie, à cette tension entre une immatérialité transcendante et une matérialité présente. Et l'exemple que je vais prendre pour finir est un exemple que j'ai cité quelques fois, mais qui m'avait beaucoup frappé. C'est l'exemple de deux énoncés du même lecteur et écrivain par rapport à cette question. Il s'agit de Borges, qui, en 1978, dans une conférence qui s'appelle El Libro, le livre, déclarait « J'ai pensé un jour écrire une histoire du livre. » Immédiatement, il va séparer ce projet d'une histoire du livre de tout intérêt pour les livres comme objet matériel, de tout intérêt pour les matérialités de l'écriture. Je ne m'intéresse pas à l'aspect physique des livres, surtout pas aux livres des bibliophiles qui sont habituellement démesurés, mais aux diverses façons dont on a considéré le livre. C'est-à-dire que l'histoire du livre est d'abord l'histoire de la manière dont l'écrit a été mis en relation ou opposition avec la parole. Et c'est un thème fondamental dans plusieurs textes de Borges, d'opposer ce qu'il appelle la dimension ailée et sacrée de la parole à cette sorte d'inertie de la fixation dans l'écrit. C'est aussi un thème fondamental pour lui dans l'analyse de la compréhension des religions du livre, christianisme, enfin judaïsme, christianisme ou islam. Et au-delà, comme on le voit dans toute sa pratique d'écriture, de commentaires, de prologues, de comptes rendus, cette histoire du livre est une histoire des œuvres, et en particulier des œuvres qui ont la plus grande importance dans la constitution d'un patrimoine écrit pour lui ou pour le monde occidental. On a donc là une histoire du livre qui ne s'intéresse en rien à l'histoire des livres, mais qui se donne comme objet l'histoire de la conception du livre dans sa relation avec la parole, et d'autre part l'histoire des œuvres. Et pour reprendre une distinction qu'avait introduite récemment un critique shakespearien, Caston, on aurait affaire à un Borges platonicien, c'est-à-dire dans lequel cette perspective platonicienne, c'est celle qui s'attache aux œuvres en les dématérialisant et en s'attachant à leur transcendance par rapport à toute forme d'incarnation. Mais d'un autre côté, dans un autre texte, qui était lui aussi oral, non pas une conférence, mais des fragments d'autobiographie dictés par Borges à son traducteur pour l'anglais, Norman Thomas Di Giovanni. Donc Borges évoque à un moment donné dans cet essai d'autobiographie qui a été publié en français par Gallimard dans un livre qui s'appelle Livre des préfaces et essais suivi d'essais d'autobiographie de Borges. Et le premier texte, celui que j'ai mentionné, El Libro, a été publié aussi par Gallimard dans un autre petit livre de poche qui rassemble sous le titre de Conférences un certain nombre donc, des conférences de Borges. Donc les deux textes sont tout à fait accessibles en français. Dans cette autobiographie, ou ce début, ce fragment d'autobiographie, Borges évoque le moment de sa rencontre avec Don Quichotte. Et cette rencontre, elle est assez curieuse dans la mesure où la première rencontre de Borges avec Don Quichotte, elle est avec une traduction anglaise, puisque son père était un grand lecteur de livres anglais, et ensuite elle est avec une édition en espagnol du texte de Cervantes. Je me souviens encore de ces reliures rouges avec les titres dorés de l'édition Garnier. Il vint un jour où la bibliothèque de mon père fut dispersée
Et quand je lus Don Quichotte dans une autre édition, j'eus le sentiment que ce n'était pas le vrai Don Quichotte. Plus tard, un ami me procura l'édition Garnier avec les mêmes gravures, les mêmes notes en bas de page et les mêmes errata. Toutes ces choses, pour moi, faisaient partie du livre. C'était pour moi le vrai Don Quichotte. Il y a là dans le souvenir un énoncé qui est pratiquement en absolue contradiction avec le projet d'une histoire des livres sans les livres, puisque ici on voit que cette force de cette lecture du texte pour la première fois en espagnol se fait d'abord dans une édition publiée par les éditeurs français Garnier, qui étaient au XIXe siècle des éditeurs pour le marché aussi, pour le marché de l'Amérique de langue espagnole ou langue portugaise. Ils imprimaient les textes en espagnol ou en portugais pour les librairies qu'ils avaient installées à Mexico, à Buenos Aires ou à Rio de Janeiro. Et que d'autre part, cette matérialité de cette édition, les errata, les illustrations, la reliure, les titres dorés, pour Borges deviennent consubstantiellement liés avec sa découverte de l'œuvre. Pour moi, toutes ces choses faisaient partie du livre. C'était moi le vrai Don Quichotte. Et pour reprendre la distinction de David Scott Castan entre la posture platonicienne par rapport aux œuvres, c'est-à-dire celle qui s'attache à leur transcendante immatérialité, et de l'autre côté la posture qu'il appelle pragmatique, qui fait que chaque lecteur a rencontré chacune de ces œuvres transcendantes dans un état particulier de sa transmission, une édition particulière, ce peut être une forme de représentation théâtrale, une adaptation cinématographique, qui peuvent être considérées couvertes par le copyright de la même œuvre, alors qu'elles sont évidemment extrêmement diverses dans leur effectuation. Dans ce cas-là, on voit qu'avec le retour du souvenir, le principe platonicien est tout à fait effacé en faveur de cette pragmatique de la relation avec le texte qui va réinscrire le Don Quichotte, le vrai Don Quichotte pour Borges, dans un exemplaire particulier d'une édition spécifique du texte. Et je crois que cette relation entre la matérialité des objets et l'immatérialité des œuvres est peut-être une bonne clé pour entrer dans ce que je présenterai à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire les défis lancés par un monde de textes où cette relation est totalement transformée, où elle n'est plus cette relation entre un objet qui porte une œuvre et où le lecteur est pris dans la tension entre la spécificité de la matérialité et l'universalité ou la transcendance du texte, mais elle est transformée profondément parce que dans le monde du numérique, c'est le même objet, le même écran qui donne à lire tous les textes, quels qu'ils soient. Très bien, donc nous pouvons nous retrouver la semaine prochaine. Et je l'indique d'ores et déjà deux choses. D'une part, donc le 5 novembre, il n'y a pas de cours, et le séminaire, qui est plus technique, et donc surtout tourné vers la présence des étudiants qui sont en train de travailler sur des sujets parallèles, commencera le 12 novembre.